Ouais, je suis tombé sur ton article sur LinkedIn et j'ai pensé que c'était un sujet intéressant à développer. Ton article où tu parlais, tu disais euh, trois signes que vous êtes un communicateur catastrophique et comment y Mhm. remédier. Je pense que la communication, c'est un point important de la vie professionnelle ou même de la vie Mhm. personnelle. La façon dont tu communiques avec les autres, la façon dont tu articules parfois ou ta capacité à convaincre les gens par ta communication. Je pense que c'est un point euh, important. Pourquoi tu as écrit ça? Qu'est-ce qui t'est venu en tête? Qu'est-ce que tu as remarqué? Bon, j'ai remarqué, comme tu sais, hein, nous passons beaucoup de temps au travail en train de communiquer. 80% de notre temps qu'on passe dans la journée ou au travail, on communique. Et donc, je me suis dit, bon, il y a aussi le fait que certaines personnes, j'ai remarqué, hein, je vais pas les citer, mais j'ai remarqué dans certaines interactions que c'était un peu leur tendance, interrompre, raconter leur vie, ou je sais pas. On sent aussi dans la conversation qu'ils sont en train de préparer leurs réponses pendant qu'ils vous écoutent, et ils perdent une grande partie de ce que tu dis. Donc, c'est sur base de ce constat-là et sur base aussi de certaines formations que je fais que j'ai été inspiré à écrire cet article. Il y a un truc qui me revient en tête parce que je crois que je l'ai lu quelque part où on dit que tu peux être très compétent, mais quand tu ouvres ta bouche, tu vois, les gens peuvent douter de ta compétence Oui, c'est vrai. parce que la façon dont tu communiques dit aux autres parfois comment tu es traité. En fait, ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas savoir que tu es très compétent si tu ne sais pas communiquer. Ça peut peut-être parfois cacher tes compétences, une mauvaise communication. Je crois, sinon dans le milieu professionnel. Oui, absolument. Tu sais, on passe beaucoup de temps, quand on va à l'école, par exemple, on apprend à écrire, on apprend à lire. Or, il y a quatre formes de communication qu'on n'apprend pas nécessairement à l'école. Il y a parler, écrire, lire et écouter. Il y a la quatrième forme, là, on l'apprend pas. On n'apprend pas à écouter. On nous apprend pas à écouter. On va lire l'alphabet, on va écrire, on va parler des langues, mais il y a la quatrième forme, là, qu'on oublie souvent. Et je crois que tu as raison. C'est vrai que quand on ouvre la bouche, on peut facilement te juger si tu es compétent ou pas. Mais la compétence ne se mesure pas uniquement par le parler. La compétence se mesure aussi par les autres formes de communication, notamment écrire, euh, qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Écouter, surtout écouter. Parce que quand on n'est pas en mesure d'écouter, on peut même aller à côté de la plaque. Imagine, tu vas chez un médecin et il te prescrit quelque chose sans t'écouter, sans diagnostiquer. Tu imagines un peu le dégât. Mhm. Donc, écouter, c'est aussi important que parler, à mon avis. Et donc, je dirais, je vais ajouter à ce que tu viens de dire que c'est vrai qu'on peut juger la compétence de quelqu'un à partir du moment où il ouvre sa bouche, mais aussi à partir du moment où il ferme sa bouche pour écouter. Mhm. Parce que ce sont les formes de communication qui sont aussi importantes l'une que l'autre. Ouais. Et c'est quoi les signes, en fait, pour savoir qu'on n'est pas un bon communicateur? Moi, personnellement, il y a de cela, je crois, 8 ans, j'ai compris. Bon, peut-être que c'était parce que c'était une autre langue. Mhm. C'était l'anglais. Bon, quand j'ai travaillé dans le monde francophone, je n'avais jamais eu de problème, par exemple, de communication. J'allais dans des réunions, j'allais rencontrer des clients potentiels que je pouvais convaincre d'acheter nos produits ou nos services. En tout cas, je n'avais jamais remarqué que c'était un problème pour moi. C'est devenu plutôt un problème, je crois, il y a de cela 7 ans, 8 ans quand je commençais à travailler dans le monde anglophone, parce que il y a eu ces changements de langue, et parfois quand tu es en milieu professionnel et que tu ne maîtrises pas parfaitement la langue, ça devient un peu, et tu as des blocs parfois quand il faut s'exprimer, parce que tu es dans un milieu Mhm. professionnel, entouré des gens intelligents et trucs, et tu as l'impression que si j'ai commis des erreurs dans mon langage, par exemple dans ma communication, peut-être ces gens vont penser que je suis pas compétent et que je ne mérite pas d'être ici.
tu vois. Et ça en fait déclenché cette recherche pour moi de pouvoir améliorer ma communication. Mais c'était pas vraiment un problème de communication, mais c'était beaucoup plus un problème de langue, aussi de culture, savoir par exemple dans le milieu professionnel, dans le monde anglophone, comment approcher les choses, comment parler. Par exemple, vous êtes dans des réunions, parfois c'est dans des réunions en ligne, vous n'êtes pas dans des réunions physiques comme ça, c'est dans des réunions en ligne et il y a des gens qui sont en train de parler, tu dois répondre. Quand est-ce que tu dois commencer à parler? Quand est-ce que tu dois attendre? Tu vois? Et il y a certaines personnes, par exemple, qui prennent leur temps, qui posent, par exemple. Toi, tu auras peut-être l'impression qu'ils ont fini leur phrase, mais en réalité, ils n'ont pas encore fini. Et quand toi, tu commences à parler, tu les interromps. C'est En ça. fait, donc c'est un exercice. Moi, en fait, quand j'ai reconnu ça, je me suis mis dans le Toastmaster, tu vois, dans le Toastmaster qui est juste, c'est une organisation qui aide les gens à améliorer leur parler en public. Alors, j'ai rejoint un club en Angleterre et c'est là que j'ai commencé à apprendre quelques petites astuces, par exemple, la communication, comment se tenir, comment aborder son audience, comment commencer un speech, un exposé, des trucs comme ça. Et c'est vraiment, vraiment intéressant. Ça me rappelle en fait ma propre expérience dans l'entreprise où oh mon Dieu. Tu sais, quand tu ne maîtrises pas parfaitement une langue, je te dis, j'ai eu des problèmes avec mon boss. On est là au bureau. Il y a un problème qui se passe. Il me demande de faire quelque chose, en fait. OK? Il me demande de faire quelque chose. J'ai compris ce qu'il m'a demandé de faire. Et ce qui est bien, en fait, avec les anglophones, ils te sous-estiment pas, en fait, quand tu ne sais pas parler la langue. OK? La langue, ce n'est pas vraiment lié à la compétence. C'est pourquoi tu vas trouver beaucoup des étrangers travaillent dans le monde anglophone, surtout dans le domaine des technologies. Tu vas voir, il y a des Indiens et trucs. Parfois, ces gens-là, quand ils parlent, tu as même du mal à leur comprendre, mais on leur donne des postes, on leur donne on leur Et on donne... te dit, have you ever been to India? Why are you laughing? I'm talking seriously and you are laughing. Why? Mais je te dis, parce que ils sont compétents, tu vois, ils sont vraiment, vraiment compétents. Et les anglophones ne considèrent pas la langue comme une compétence. Parce que déjà, le fait que tu ne parles pas parfaitement anglais veut dire que nécessairement, tu parles une autre langue. Tu vois? Et la plupart des anglophones ne font jamais d'effort de parler plusieurs langues. Parce que l'anglais s'y parle presque partout dans le monde. Alors, c'est rare de trouver des polyglottes anglophones. Alors, quand tu parles une autre langue, tu te considères un peu plus... ils savent que tu es compétent et ils pensent que, OK, cette personne parle plusieurs langues. Donc, ça confirme même ta compétence. Alors, ce qui m'est arrivé, c'est que le boss me demande de faire quelque chose. J'ai fait ce qu'il m'a demandé de faire. Quelques heures plus tard, le boss de mon boss qui passe au bureau et il dit quelque chose à mon boss. Et avant que le boss de mon boss n'arrive plutôt, il y a un problème au bureau. Il y a un problème. Je crois qu'il y a un serveur qui est éteint et truc. Je me rappelle plus quoi c'était, mais il y avait un problème, ok? Et on était là, on essayait d'arranger, de trouver des solutions et trucs. Et il y a le boss de mon boss qui passe au bureau et qui pose une question à mon boss. Et il y a mon boss qui dit, ouais, mais David l'a fait, tu vois? Et moi, au lieu d'écouter, je n'ai pas écouté. Je me suis dit, ah non, moi, j'ai pas fait ça. Parce que pour moi, j'avais l'impression qu'il disait, c'est moi qui ai éteint le serveur qui a causé le problème. Tu vois? Et je me suis dit, moi, je n'ai pas fait ça. Mais il m'a dit, mais non. Et pourtant, lui, il parlait du projet qu'il m'avait demandé de faire avant. Et que j'avais fait. Tu vois? Et en fait, on s'est pris la tête parce que moi, j'insistais que c'était pas moi. Moi, je n'ai rien fait. Et lui, il disait, oui, c'est toi qui as fait ça. Je t'ai demandé de faire ça. Moi, j'ai dit, non, non, non. Et quand je suis parti, on est parti à une réunion avec le boss de mon boss. Ça m'est maintenant revenu en tête que il disait pas que j'ai causé le problème. Il parlait du projet qu'il m'avait donné de faire avant. Donc, j'étais dit, cette expérience m'a dérangé. Quand je suis rentré, je lui ai demandé, je me suis excusé pour lui dire, j'avais mal compris, et truc, je suis vraiment désolé, et truc. Non, ça, c'est un des points dont tu as parlé dans ton article, parce que quand on n'écoute pas, on ne fait que répondre.
Alors, Tu pour sais, couper court, si tu as quelque chose à ajouter, commençons par les signes encore, les points qui démontrent que nous sommes de mauvais communicateurs. oui, justement, il y a le fait d'interrompre les gens. Mhm. C'est vraiment le premier signe. Parce que parfois, tu peux te retrouver dans une conversation et tu as le feu qui brûle en toi. Tu as envie de dire quelque chose. Peut-être ton interlocuteur, il a dit une phrase ou un mot qui déclenche quelque chose dans ton cerveau et Mhm. tu as envie de dire ça parce que ça vient, tu sens un peu comme un feu là. Et on peut être tenté à vraiment interrompre parce que soit on pense que l'autre, peut-être qu'il parle plus lentement que nous, Mhm. et nous on veut, ou peut-être qu'il réfléchit, il prend son temps à réfléchir sur les mots qu'il doit prononcer, et nous on a déjà le mot, et on a envie de compléter la partie qui a du mal à venir. Et c'est vraiment une erreur parce que dans certaines cultures, c'est même considéré comme un manque de respect Mhm. vis-à-vis de l'autre. Et donc, c'est vraiment le premier signe, avoir tendance à interrompre les gens au lieu de les écouter. Donc, Mhm. il faut vraiment écouter la personne jusqu'à la fin. Et je veux juste ajouter euh, que il y a plusieurs niveaux d'écoute. Certaines personnes ont fait des études et ils ont classifié l'écoute en 5 niveaux. Le premier niveau, c'est quand on ignore complètement son interlocuteur. Tu vois, tu es dans une interaction humaine et puis la personne est en train de te parler et tu es là sur ton téléphone, par exemple. Tu l'écoutes pas, tu l'ignores complètement. Et là, ceux qui ont fait ce genre bon, on peut observer ça, on n'a pas besoin de faire une étude scientifique. C'est des choses qu'on observe dans nos interactions de tous les jours. Et là, il a fait la corrélation entre le niveau d'écoute et le sens qui est en action. Tu vois, tu sais qu'il y a 5 sens. Il y a le toucher, il y a la vue, l'ouïe, et ainsi de suite. Et donc, la première étape, ignorer complètement son interlocuteur. Il n'y a aucun sens qui entre en jeu. Parce que tu n'as pas le contact visuel avec la personne, tu l'écoutes même pas. Le deuxième niveau, c'est vraiment faire semblant d'écouter. Faire semblant d'écouter, je ne sais pas si tu me suis, David. Ouais, tu parlais de complètement ignorer son interlocuteur. Oui, je parlais des différents niveaux d'écoute. Mhm. Donc, au premier niveau, on ignore complètement son interlocuteur. Il peut être en train de nous parler et on est sur notre téléphone en train de, je sais pas, envoyer un texto ou pas. Ouais, Et là, il n'y a aucun sens qui entre en jeu. Il n'y a pas de contact visuel, il n'y a même pas l'ouïe. Tu n'entends même pas ce qu'il dit. Tu es sur autre chose. Maintenant, le deuxième niveau, c'est vraiment faire semblant d'écouter. Quand tu fais semblant d'écouter, tu peux être là, tu peux même maintenir le contact visuel avec la personne en face de toi. Tu peux ouais. même hocher la tête pour dire, ah, je t'entends. Mais tes idées sont ailleurs, tu vois. Peut-être que tu es en train de penser à la réponse à donner, justement. Mhm. Et là, on fait vraiment semblant d'écouter. Peut-être qu'il y a, il y a aucune oreille qui entend ou qui écoute ce que l'autre dit. Et le troisième niveau, c'est le niveau qu'on appelle le niveau de l'écoute sélective. C'est-à-dire, on est en train de parler et puis tu entends juste un mot qui te rappelle peut-être un souvenir et tu sautes sur le mot. Tu as fait de l'écoute sélective. Donc, tu as sélectionné juste quelques parties de mon discours. Encore Mhm. une fois, pour tomber dans le même piège, la même erreur de interrompre l'autre personne. Et le quatrième niveau, c'est vraiment le niveau où les oreilles, toutes les oreilles sont focalisées sur toi et peut-être ton regard aussi, il est focalisé sur ton interlocuteur. Et c'est vraiment l'écoute attentive. Là, tu écoutes de toutes tes oreilles et même le langage du corps montre que tu écoutes. Et puis, il y a le cinquième niveau qui est intéressant parce que là, tu écoutes non seulement avec tes yeux et tes oreilles, surtout tu écoutes avec ton cœur. C'est là, c'est ce niveau-là qu'ils appellent l'écoute empathique parce que là, tu comprends les émotions derrière les mots. C'est à ce niveau-là, je pense qu'il faut qu'on travaille. Surtout, bon, dans mon domaine, hein, bon, moi, je suis coach certifié. Dans mon domaine, c'est ce niveau d'écoute là qu'il faut travailler pour vraiment écouter non seulement avec les oreilles et les yeux, mais aussi avec le cœur pour Mhm. comprendre les émotions derrière les mots. Donc,
pour résumer, euh, les signes qui montrent qu'on n'est pas un bon communicateur, c'est notamment l'écoute sélective, euh, l'écoute où tu fais semblant d'écouter, et aussi le fait d'ignorer son interlocuteur. Ce sont les trois niveaux là qu'il faut éviter et améliorer sa communication en développant l'écoute attentive et aussi l'écoute empathique. Donc, parfois, quand on interrompt, c'est peut-être parce qu'on s'est dit, ouais, j'ai une réponse à donner, mais comme la personne continue, j'ai l'impression que je vais oublier ce que j'ai à dire maintenant. C'est ça. Alors, c'est mieux d'entrer juste là, d'interrompre et puis de mettre la parole. Ou sinon, on s'est dit, ouais, la personne sait que la personne est en train de dire catégoriquement déplacé ou ça n'a pas de sens. Alors, il faut mieux juste l'arrêter là au lieu de le laisser continuer. Mais à t'écoutant, il faut laisser la personne parler. Peu importe, laisser la personne avoir cette écoute empathique dont tu es en train de parler. Peu importe qu'on on pense que ce que la personne est en train de dire est débile, laisser la personne en fait s'exprimer jusqu'à ce que ce soit notre tour pour répondre. Oui, mais il faut faire attention, tu vois, parce qu'il y a des gens qui monopolisent la parole et il faut savoir comment interagir avec ces personnes-là. Moi, je me suis retrouvé dans beaucoup de situations. J'ai dû même, dans certains cas, arrêter certaines relations parce que les personnes en face de moi, la personne en face de moi n'écoutait pas. Donc, on se retrouvait, par exemple, si on pouvait passer 1 heure en train de parler, sur une heure là, elle parle pendant 45 minutes. Et moi, mon tour, c'est peut-être 15 minutes. Et dans les 15 minutes là, c'est de manière un peu disparate, hein. Donc, je place un mot, juste une minute, je suis interrompu, ainsi de suite. Si je fais la comptabilité de tout ça, ça fait 15 minutes. Donc, c'est pas du tout sain, au fait, ce genre de communication. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut faire attention. Tu veux pas écouter de manière empathique si la personne en face de toi monopolise la parole. Et donc, dans les échanges humains, je crois qu'il faut qu'on prenne conscience du fait que ce n'est pas une compétition de qui a le dernier mot, mais c'est vraiment un échange où tu donnes et tu reçois. Tu donnes et tu reçois. Parce qu'on apprend toujours de quelqu'un. Même si on n'a pas le même point de vue sur certains sujets, on apprend toujours. Et donc, il faut laisser à l'autre l'opportunité de finir sa phrase et puis attendre son tour. Mais il faut que tout le monde, tous les interlocuteurs prennent conscience du fait que c'est un échange. Écouter. Je pense que écouter, c'est un point important. Beaucoup de gens ils reviennent pour dire que la plupart des gens n'écoutent pas. On n'écoute pas Vrai. parce que on a toujours tendance à répondre, on a toujours tendance à dire quelque chose, on n'écoute pas. Mais c'est vraiment difficile, c'est quelque chose qui demande beaucoup de pratique, tu penses? Oui, ça demande beaucoup de pratique parce qu'on a été formé, notre cerveau a été formaté pour parler, écrire et lire. Mais écouter, je ne sais pas si à l'école on t'a appris à écouter. Hein. Bon, en tout cas, moi, je ne me rappelle pas. La dernière fois où j'étais dans une salle où on dit, OK, maintenant vous allez écouter à l'école primaire. Je ne me rappelle pas. On n'a pas eu cette formation. Mais écouter, ça fait tellement partie prenante de notre vie de tous les jours. Au point où on peut même rater des opportunités tout simplement parce qu'on n'a pas écouté. Je vais te faire rire. Je ne sais pas si je t'ai déjà raconté cette histoire. Il y a quelques années, j'étais au Tchad et je suis allé dans un restaurant avec un ami croate. J'arrive dans le restaurant et on passe la commande de ce qu'on voulait manger, quoi. Et le gars, il a fait sa commande, il parlait à la serveuse. Et puis la serveuse s'est mise à lui poser des questions. Bon, elle a commencé la conversation. Elle lui pose la question, What country are you from? Et puis le gars il dit Croatia, what about you? Et elle dit moi I'm Tchadian. Ah ok. Et puis elle se tourne vers moi. Elle me dit what about you? What country are you from? Et puis elle a commencé à répondre elle-même. Yeah, are you from Cameroon? Je dis no. Elle parlait en anglais. Hein. C'est une francophone à la base. Mais elle a commencé la conversation en anglais. Et elle a commencé à deviner, are you from Haiti? Je dis no. Are you from Niger? Je dis no. Et puis, bon, elle était tellement embarrassée qu'elle a dit, mais non, dis-moi, what country are you from? Et puis, je lui dis, keep on guessing. Sa réaction, c'était, oh,
you're from Kipongesi. Oh, ok. Donc, elle a entendu Kipongesi. Elle a même pas cherché à savoir si c'est un pays qui existe ou pas. Donc, pour elle, elle a entendu Kipongesi, donc une sorte de Wakanda quelque part. Tu vois, ça, c'est un exemple criant d'un manque d'écoute active, tu vois. Elle a entendu Kipongesi et puis voilà, elle a conclu. Elle a dit, ah, Kipongesi, elle est partie. Elle n'a jamais compris de quel pays j'étais. Or, on était dans une conversation. Elle n'a jamais atteint son but. Peut-être jusqu'au moment où je te parle, dans sa tête, je viens de Kipongesi, un pays, je sais pas. Un pays imaginaire. Un pays imaginaire. Ouais. Donc, c'est juste pour dire que parfois, on rate une opportunité parce qu'on n'a pas écouté. Imagine, tu vas chez un ophtalmologue, tu vois, ou bien tu me dis, mon cher, tu sais, moi j'ai des problèmes d'yeux. Moi j'ai des problèmes d'yeux depuis quelques années et je mets des lunettes. Et puis toi, tu viens, tu me dis, ah, Jean-Marc, tu sais, j'ai des problèmes d'yeux. Et puis moi, je te donne des lunettes. Ça ne règle pas ton problème parce que tu vas pas bien voir du tout parce que le numéro de lunettes que je mets ne te conviendra probablement pas. Et puis moi qui te dis, non, en fait, moi, ça marche avec moi, ça fait 10 ans que, ça fait 10 ans que je mets ces lunettes, il faut essayer, il faut penser positivement, tu vas bien voir. Et puis tu me dis, mais moi, je suis positive que je vois pas du tout. Je pense positivement que je n'arrive pas à voir avec tes lunettes. C'est la même chose. Donc parfois, on peut se retrouver dans une situation où on veut donner nos lunettes aux gens. On veut donner nos lunettes à notre interlocuteur. Notre manière de voir, on veut la transférer à notre interlocuteur sans vouloir vraiment comprendre ce que notre interlocuteur a à dire. Et c'est une grosse erreur d'imposer cela à un autre être humain. On doit apprendre. Si c'est un ophtalmologue qui faisait ça, je ne pense pas que tu auras confiance en cet ophtalmologue. Tu vas chez un ophtalmologue, il te dit oh, mes lunettes parce que j'utilise ces lunettes depuis des années, ça devrait régler ton problème. Je ne pense pas que tu auras confiance en lui. Et donc, il est important, et c'est quelque chose que j'ai appris à travers les années, qu'il est important de ne pas prescrire avant le diagnostic. Il est important de chercher d'abord à comprendre avant de répondre. Or, dans nos conversations, on écoute pour répondre plutôt que pour comprendre vraiment ce que l'autre a à dire. Chacun a sa manière de parler, chacun a sa manière de formuler les phrases. Il faut vraiment chercher à comprendre qu'est-ce que la personne veut dire dans la phrase qu'elle formule. Et ça nous aide à mieux comprendre et à se mettre vraiment à la place de la personne pour comprendre un peu son histoire, puis sans nécessairement interpréter son histoire selon notre cadre de référence. Et c'est un exercice mental qui peut être laborieux, mais avec le temps, avec beaucoup d'exercices, je crois qu'on peut y arriver. Ouais, je pense que ça demande beaucoup de travail. Quand on n'a pas été formé pour écouter, on n'a pas appris à écouter, ça demande beaucoup de travail. Mais je pense que c'est aussi un grand problème dans les relations, par exemple amoureuses, où les gens se disputent, où les gens sont en conflit, simplement parce qu'ils n'arrivent pas à écouter l'autre. Ils ne donnent pas le temps à écouter l'autre. C'est beaucoup plus, on écoute pour répondre. On a déjà tous les bagages qu'on a, on a déjà toutes les expériences qu'on a. On interprète tout par rapport à nos expériences, par rapport à nos bagages. Et la première des choses, quand on écoute quelque chose, on veut répondre, on veut parler. On ne prend pas vraiment le temps d'écouter. Mais sinon, si on prenait le temps de s'arrêter un moment, écouter ce que l'autre a à dire, comprendre. Et je reviens encore à ce que tu as dit là, écouter empathiquement, de manière empathique, ce que l'autre est en train de dire. Peut-être on réglerait beaucoup de problèmes. Absolument. Il faut vraiment pratiquer l'écoute. Ça me rappelle d'autres conversations que j'ai eues avec des gens. Tu lui dis, il y a telle chose, et puis la personne répond, elle fait allusion à autre chose qui n'a rien à voir avec ce que tu dis. Par exemple, je connais quelqu'un où je cherche un plombier qui doit réparer ma salle de bain. Et elle te parle d'un plombier, elle a un ami plombier qui vit au Bénin. Mais attends, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Elle a juste fait de l'écoute sélective. Elle a entendu plombier. Ce qui lui est venu à l'esprit,
C'est son ami qui est au Bénin. C'est son ami qui est au Bénin. Moi, je te dis que j'ai besoin d'un plombier ici pour réparer ma salle de bain. Donc, parfois, il y a des gens qui font ce genre d'erreur et il faut vraiment éviter. Ça peut détruire les relations. Ça peut même être interprété comme un manque de considération. Mhm. C'est de petites choses, certes, mais il faut vraiment qu'on fasse attention à ça, quoi. Donc, il faut apprendre à écouter et arrêter d'interrompre les autres. C'est ça? Et le troisième point, tu as parlé, avant qu'on arrive au troisième point, je voulais aborder ce sujet, par exemple, quand les femmes disent que les hommes n'écoutent pas. C'est peut-être parce qu'on ne parle pas le même langage. Parce qu'on ne parle pas la même langue. Parce que peut-être que les hommes sont logiques et que les femmes sont émotionnelles. Et quand les femmes disent que les hommes n'écoutent pas, ils veulent que nous puissions les écouter de manière empathique, avec émotion, pas avec logique. Parce que quand une femme te dit, par exemple, que j'ai mal, pour un homme, la logique, c'est que quand tu as mal, tu dois peut-être prendre un paracétamol, ou bien peut-être tu dois aller voir un médecin. Mais peut-être pour la femme, j'ai mal veut dire, je veux que tu me donnes un câlin, ou que tu me soutiennes, ou que tu sois un peu plus proche de moi. Donc, là, maintenant, comment est-ce que je vais écouter? Dis-moi, comment Ouais. est-ce qu'on arrive à écouter de cette manière? Bon, c'est une question assez difficile et assez délicate. Si les femmes de nos vies nous entendent parler comme ça, si elles tombent sur ce podcast, elles peuvent nous couper la tête. Mais ce que moi je pense, c'est que, comme tu l'as dit, on a des manières de communiquer, mais aussi il y a certaines femmes qui parlent juste pour être entendues. C'est pas un échange comme tel, mais c'est pour elles un moyen de se faire entendre. Donc, tu peux être avec une femme, elle veut juste que tu sois là comme une sorte d'exutoire pour elle, comme une sorte d'échappatoire. C'est-à-dire, elle est là juste pour euh, dire tout ce qu'elle a sur le cœur et toi, tu dois prendre ça sur toi. Et parfois, ça peut être très dangereux et même toxique dans certains cas. Or, ce dont on est en train de parler, on parle de l'échange, on parle de la communication. Tu donnes, je reçois, je donne, tu reçois. Tu vois, c'est vraiment un échange. Il y a une action et puis il y a un feedback. C'est pas juste one-way communication. Je parle plutôt de two-way communication où il y a deux personnes qui interagissent, échangent et qui se construisent. Si je dois faire allusion, par exemple, à la pyramide de Maslow, au bas de l'échelle, il y a le besoin de survie. Le niveau suivant, c'est le niveau où on a besoin d'être compris psychologiquement. Tu dois survivre psychologiquement. Et quand quelqu'un t'écoute, en fait, il répond à ce besoin quand quelqu'un t'écoute. Mais ça doit être réciproque parce que si c'est juste dans un sens, la personne qui écoute plus, la personne qui reçoit tout ce bagage, elle peut se sentir un peu épuisée parce que ça demande beaucoup d'énergie d'écouter dans un sens et ne pas être écouté. Donc, il faut toujours chercher à équilibrer les choses. Pour revenir à ton point, certaines femmes veulent être entendues. Elles veulent être entendues en réalité, pas nécessairement écoutées. Entendues et puis elles veulent utiliser les autres comme des exutoires. Et ça, il faut vraiment faire attention. Sinon, on risque d'être épuisé. Parce que tu écoutes, et beaucoup de couples se brisent hein, parce que l'homme, il est là, il écoute, il prend tout. À un moment donné, il n'écoute plus. Il devient comme un zombie qui prend, qui encaisse, qui prend, qui encaisse. Surtout les femmes qui crient. Imagine, tu es dans un ménage où ta femme ne fait que crier, elle crie, elle crie, elle crie. Et toi, tu dois dire oui, yes, darling, yes, yes. Et puis après, qu'est-ce que tu apportes dans la conversation? Rien du tout parce que c'est une communication qui peut être toxique. Et donc, moi, je dirais, il faut faire attention et puis, il faut que les couples apprennent à échanger plutôt qu'à juste recevoir les bagages, je dirais, ou les choses qui tracassent surtout les femmes. Elles veulent rejeter ça sur les hommes. Elles veulent utiliser les hommes comme des exutoires sur leurs problèmes. Donc, pour résumer, il faut juste comprendre que nous sommes différents et que la façon de communiquer de l'un n'est pas nécessairement la façon de communiquer de l'autre. Les hommes sont plutôt logiques et les femmes sont plutôt émotionnelles. Alors, il ne faut pas amener la logique quand les émotions sont en jeu
Et il faut Mhm, pas amener les émotions quand la logique est en jeu. Donc, voilà. Mais passons au troisième point. C'est un mhm. point que j'ai aussi aimé. Tu as dit raconter sa vie. Donc, pour savoir qu'on est un mauvais communicateur, on raconte toute sa vie. C'est ça. Oui, bon, raconter sa vie, c'est un peu le deuxième point que j'ai abordé. Tu as dit, Parfois, vous racontez votre vie quand on vous demande l'heure. Ça m'a fait rire. oui, 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 c'est une façon de dire quand on n'a pas besoin de beaucoup de détails, on te demande un seul détail, donne le détail, n'entre pas dans certains détails qui sont pas pertinentes ni nécessaires. On te dit quelle heure il est, tu dis ah, il est l'heure d'acheter une montre. Au fait, je me rappelle que je dois acheter une montre. Je dois aller au marché pour acheter une nouvelle montre. D'ailleurs, au marché, il y a un gars là qui m'énerve. Tu vois, tu commences à raconter une histoire qui va pas nécessairement servir à la personne qui te demande l'heure. Et bon, j'exagère un peu, mais tu imagines un peu certaines situations sociales où tu demandes comment ça va, la personne commence à raconter toute sa vie. Oh, d'ailleurs, mon chat, il a miaulé. Après, il y a le chien qui a aboyé. Après, il y a la pluie qui est tombée. Voilà, il n'y a rien qui va. Mon voisin, il a fait du bruit le matin, il déplaçait ses meubles. Tu vois, tout ça, c'est des détails qui n'aident pas, au fait. Qui n'aident pas du tout dans la conversation. Puis, tu m'as pas, et je demande comment tu vas, tu me donnes tous ces détails-là. Je vais même oublier comment tu vas. Est-ce que ça veut dire que tu vas bien ou est-ce que ça veut dire que ça va pas? Bon, il faut juste trouver le bon milieu. Il faut faire simple. Et ce que j'ai suggéré aux gens, c'est de donner une réponse qui tient sur 10 secondes, par exemple. Et si la personne en face de vous a besoin d'autres détails, il va vous poser la question, tu vois. Ah ouais, tu as parlé de 10 secondes, mais on n'a pas donné le remède pour interrompre et pour écouter. Le remède pour éviter d'interrompre les gens. Tu as parlé, tu as Pour dit éviter les... respirer. Pour éviter Oui, d'interrompre les gens. oui, oui, pour C'est éviter quoi le remède? d'interrompre le gens. C'est-à-dire, il faut prendre une pause, Mhm. tu vois. Tu comptes jusqu'à 3 parce que parfois tu peux être dans une conversation, tu sens qu'il y a quelque chose qui vient. Soit tu peux respirer profondément et tu comptes jusqu'à 3, tu fais une pause mentale et tu te dis, OK, je note mentalement ce que l'autre personne dit et je garde un peu ce que j'ai à dire jusqu'à la fin. Parce que la personne peut être au beau milieu de sa phrase et vouloir dire ce que tu avais l'intention de dire, mais le fait de l'interrompre, ça lui coupe l'élan. Ça peut même lui faire perdre le fil de ses idées. Et donc, le remède, c'est vraiment de prendre une pause avant de répondre. Vraiment prendre une pause. Même quand ça brûle, on s'exerce à faire une pause, à dire, OK, je vais attendre qu'elle finisse sa phrase. Si j'ai une question à poser, je vais poser la question. J'aimais beaucoup les débats présidentiels d'avant. Si tu regardes, par exemple, le débat entre Mitt Romney et Barack Obama en 2012. C'était en 2012, je crois. C'est un débat qui est très civil. Tu es en face de deux hommes qui sont pas d'accord avec les opinions l'un de l'autre. Mais ce que j'ai remarqué qui m'a frappé, c'est vraiment la capacité d'écoute. Et tu vois, à un moment, tu vois Obama en train de prendre des notes sur les points avec lesquels il n'est pas d'accord que Mitt Romney mettait en avant. Et ça, c'est un bon exemple, tu vois. Il n'est pas d'accord, il aurait pu l'interrompre, mais il a pris note de ce point-là pour bien le massacrer, tu vois. Et il a bien massacré à la fin. Bon, quand je dis massacrer, c'est au sens figuré. Mais tu vois un peu, c'est vraiment des exemples, vraiment prendre une pause avant de répondre. Et pour améliorer son écoute, faites un effort conscient pour écouter réellement. Oui, il faut vraiment faire, parce que tu sais qu'il y a un pouvoir dans les mots qui sont prononcés. Parfois, le choix des mots peut déterminer le résultat que tu veux avoir dans la conversation. Quelqu'un qui choisit un mot et tu cherches pas à comprendre pourquoi il a choisi ce mot, tu peux passer à côté de l'essentiel. Tout simplement parce que tu n'as pas cherché à comprendre. Tu n'as pas écouté réellement le sens des mots qu'il a choisis. Et donc, il faut vraiment écouter et faire attention aux mots. Parce que dans la conversation, ce sont les mots qui comptent.
Pas seulement les mots, mais aussi la gestuelle. Pas seulement la gestuelle, mais aussi le regard. Il y a tout ça. Et moi, je dirais qu'il ne faut pas uniquement écouter avec ses oreilles. Il faut écouter aussi avec son regard. Vraiment, si on veut aller plus loin dans notre capacité d'écouter, aller au-delà de l'écoute des oreilles uniquement. Écouter aussi avec son regard pour voir un peu le langage du corps. Certains psychologues ou certains scientifiques ont fait des études qui démontrent que notre corps parle plus que notre bouche. La manière dont on se tient, la manière dont on bouge les mains, la manière dont on regarde la personne en face de nous peut dire plus que les mots qu'on prononce. Et donc, on doit écouter aussi avec le regard, mais aussi écouter avec les oreilles pour faire attention aux mots. Bon, je ne vais pas encore aborder la partie où il faut écouter avec le cœur, mais vraiment pour aller plus loin, apprendre à écouter aussi avec le regard. J'aime ce que tu as dit par rapport au langage corporel. C'est comme tu as dit, notre communication, c'est 70% de notre langage corporel et juste 30% de mots. Écouter ne peut pas seulement se limiter à ce que nos oreilles entendent. On doit être en mesure de lire le langage corporel. Certaines personnes sont frustrées quand on dit « Oh, tu ne m'écoutes pas ». On peut dire « Non, 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 je t'écoute ». Non, tu n'écoutes pas parce que ton langage du corps, ton langage corporel dit autre chose que tu n'écoutes pas, que tu es ailleurs. Parce on peut le sentir. C'est pas seulement la personne qui parle, même la personne qui écoute. Tu peux sentir que la personne écoute ou n'écoute pas par son langage corporel, tu vois. Est-ce que la personne te regarde, te fixe des yeux? Est-ce que la personne suit ce que tu es en train de dire? La personne, tu vois, bouge sa tête en réponse à ce que tu es en train de dire pour montrer vraiment qu'elle t'écoute. Donc, ça sont des points aussi importants parce que la communication ne se limite pas seulement avec les mots, mais il y a le langage corporel qui entre aussi en jeu. Absolument. Tu as un dernier conseil avant qu'on se sépare? Un dernier conseil concernant la communication? Le dernier conseil que je peux donner, c'est qu'il faut vraiment prendre conscience de toutes les formes de communication. Parce que la communication ne se limite pas à parler. Beaucoup de ceux qui... tu as dit que tu es allé à Toastmasters. Et c'est très bien. Mais beaucoup peuvent avoir l'impression que la communication se limite uniquement à bien parler en public. Il faut aller au-delà de ça. Il faut développer aussi la capacité rédactionnelle. C'est-à-dire cette capacité à écrire les mots, à choisir les mots, mais aussi à les écrire. Et aussi la capacité de lire. Parce que lire, c'est aussi une forme de communication qu'il faut développer. C'est en lisant qu'on a le vocabulaire nécessaire pour parler, pour écrire. Mais le plus important, à mon avis, puisque notre système éducatif ne nous apprend pas à le faire, le plus important, c'est vraiment écouter. Apprendre à écouter de manière empathique. Mais avant d'arriver à l'écoute empathique, apprendre à écouter de manière attentive. Parce que beaucoup d'entre nous, soit ignorent leur interlocuteur, soit ils font semblant d'écouter, soit font de l'écoute sélective. Le conseil que je peux donner, aller au-delà de l'écoute sélective, écouter de manière attentive et aussi développer cette écoute empathique avec le temps, parce que c'est pas facile. C'est intéressant. Ce que j'aime bien avec les Toastmasters, parce que là-bas, on t'apprend à écouter aussi. Il y a ce qu'on appelle les évaluations. Ça veut dire il y a quelqu'un qui est en train de parler. Toi, ton travail, c'est juste de l'écouter. Et à la fin, dès que la personne termine de parler, c'est à ton tour de parler pour évaluer son speech, évaluer tout ce que la personne vient de dire. Qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu n'as pas aimé. Alors, c'est un exercice qui t'aide en fait à apprendre à écouter. Parce que tu dois vraiment être là, présent, parce qu'après, tu dois faire une évaluation de son speech. Donc, pour ceux qui sont intéressés, Toastmasters, c'est une organisation internationale. Donc, dans tous les pays, il y a des clubs que vous pouvez rejoindre et pratiquer à écouter et à parler. Donc, merci Jean-Marc pour ces sujets intéressants. J'ai aimé l'article sur LinkedIn. L'article sur LinkedIn, pour ceux qui sont intéressés, peuvent chercher Jean-Marc Merci sur LinkedIn. Vous allez voir, il y a un pléthore des articles intéressants qu'il écrit que vous pouvez lire. Donc, on se revoit à la prochaine. Merci David, c'était un plaisir.